Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une correction orale, si vous voulez, d'un cas pratique corrigé en droit de la famille. Alors ce cas pratique, vous avez déjà la correction qui est disponible sur le site internet edetd.com, on vous met le lien dans la description, mais je sais que pour certains étudiants, vous avez parfois du mal à comprendre les corrections simplement écrites, donc je voudrais donner des indications orales pour vous expliquer vraiment comment on fait un cas pratique. Alors ce cas pratique en droit de la famille porte sur des thèmes qui font fréquemment l'objet de partiels. On va parler de la filiation, de l'établissement de la filiation, de la rupture des fiançailles, du mariage incestueux. Ce sont des éléments qu'on va voir dans le cas pratique que vous pourrez réutiliser si vous tombez sur un cas pratique en partiel. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors comme je vous disais, un cas pratique en droit de la famille est sur trois thèmes. En fait, c'est un cas pratique qui est composé de trois sous-cas pratiques. Vous pouvez le faire en 3 heures. Donc si vous ne l'avez pas fait avant et que vous ne vous êtes pas encore entraîné, je vous conseille de vous entraîner et ensuite de regarder la correction. Après, si vous n'avez pas envie de le faire, que vous avez un peu la flemme, la correction vous aidera quand même à comprendre un peu la logique du cas pratique. Donc je vous disais, vous avez trois thèmes. Globalement, vous avez un thème, c'est sur l'établissement de la filiation. Alors à l'intérieur de ce thème, c'est un peu large et je vais vous montrer justement un plan que vous pourrez réutiliser pour vos cas pratiques, puisqu'on va parler non seulement de l'établissement de la filiation, mais de la possession d'état. On va voir comment contester une filiation et pourquoi c'est nécessaire. La rupture des fiançailles et la liberté matrimoniale, c'est un deuxième thème. Un thème qui est plutôt simple, la rupture des fiançailles, franchement. Mais je vous montrerai comment on construit un cas pratique. Et un troisième thème qui est le mariage incestueux. Et l'expertise biologique, en fait, c'est pas dans le mariage incestueux, c'est dans le thème de la filiation. Donc temps de réalisation environ 3 heures. Alors ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est pas à la minute près, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut attendre de vous en partiel, sachant que généralement c'est 3 heures. Alors je ne vais pas relire vraiment les cas pratiques, je pars du principe que vous les avez vus, mais bon là globalement, je vous résume, vous aviez le cas pratique numéro 1, c'est une femme en fait qui est mariée avec un homme. Elle accouche d'un enfant et en fait il s'avère que cet enfant est vraisemblablement issu d'une relation extra-conjugale avec un autre homme. L'homme en l'occurrence c'est Jean Fourbe. Et Jean Fourbe, lui, il ne compte pas se laisser faire puisque en fait c'est le mari qui va bénéficier de la présomption de paternité. Mais lui, Jean Fourbe, aimerait bien faire établir le lien de filiation avec l'enfant qu'il estime être son enfant. Donc, il vient vous consulter pour savoir comment il peut faire établir sa filiation. Et ça, c'est le cas pratique, vraiment, c'est un cas pratique important pour la correction parce que vous avez un plan que vous pouvez réutiliser dans beaucoup de situations. Deuxième situation, donc c'est une fille, Stécie Naïve, qui a rencontré un homme, Dylan Le Charot. Et Dylan Le Charot, il lui avait promis de se marier, donc promesse de fiançailles. Et puis finalement, un peu brutalement, il lui annonce que finalement il veut plus se marier alors qu'elle a engagé des frais importants, etc. Il la prévient 2 semaines avant, je crois, le mariage. Donc les frais ont déjà été engagés. Elle a déjà envoyé les faire-part à tout le monde, etc. Commandé une robe de mariée, etc. Ensuite, le cas pratique numéro 3, c'est Didier Le Charot, donc le père de Dylan, qui lui a épousé une femme. À l'époque où il a épousé cette femme, alors c'est tiré d'un vrai arrêt, la fille de sa femme avait 9 ans. Et finalement, donc, il va divorcer de cette femme quelques années plus tard. Et il se marie avec la fille de son ancienne femme, Lily, mais qui a aujourd'hui 27 ans. Et donc vous avez les enfants de Didier Le Charot qui souhaitent intenter une action en justice afin d'annuler ce mariage. Donc, première chose pour la correction d'un cas pratique. C'est vraiment important de le faire, on ne l'apprend pas trop dans les universités, on vous dit oui, vous pouvez faire un plan, etc. Mais en fait, le plan du cas pratique, c'est pas aussi compliqué qu'un plan de commentaire d'arrêt. Il suffit vraiment d'annoncer. Donc là, l'annonce de plan, c'est vous annoncer globalement que vous allez traiter les 3 cas séparément. Donc d'abord, on va traiter l'établissement de la filiation de Jean Fourbe, puisque c'est ce qu'il demande en fait, c'est l'établissement d'une filiation. Ensuite, on s'intéressera à la rupture des fiançailles de Stécie Naïve, cas numéro 2.
Et ensuite, on verra le cas du mariage incestueux de Didier Le Charreau. Alors à ce stade-là, dans l'annonce de plan, vous pouvez citer les noms ici ou ne pas les citer. Franchement, c'est pas très important. Il n'y a pas vraiment de règle là pour annoncer le plan du cas pratique. Mais c'est vraiment bien pour la clarté, si vous voulez, de la résolution du cas pratique, de faire une petite annonce de plan en disant voilà, je vais traiter les cas différemment. Alors, pour les faits, problèmes de droit, solutions en droit, etc., moi je vous le mets ici souligné, mais c'est possible, enfin dans la plupart normalement des, alors peut-être pas en première année, mais dans la plupart des universités, c'est pas obligatoire évidemment de remettre ça. Moi je vous le mets pour que ça soit plus clair, à vous de voir quelles sont les règles qui sont posées soit par le chargé de TD, soit par le professeur de cours magistral. Donc pour les faits, ici sur l'établissement de la filiation, on va vite et on qualifie. Donc un enfant a été déclaré à l'état civil comme étant né d'un couple marié, ça c'est une qualification, un couple marié. Un tiers, donc c'est bien un tiers parce que a priori il n'a aucun lien pour l'instant, aucun lien de filiation établi. L'amant de la femme mariée qui estime être le père biologique, là aussi c'est une qualification, de l'enfant a procédé à une reconnaissance de l'enfant et souhaite faire établir sa paternité. Là, on peut... Alors, j'ai refait... C'est pas obligatoire, encore une fois. Moi, je le fais parce que c'est plus simple, en fait, d'expliquer la résolution de votre cas pratique, de passer par des mini-annonces de plan. Encore une fois, il n'y a rien vraiment de compliqué. Quand on découvre le cas pratique, peut-être un peu, mais pour traiter ce type de cas sur la filiation, ça prendra toujours ce plan qu'on va voir ensemble en 1, 2, 3 à peu près. Donc, pour que l'amant puisse faire établir sa paternité, il va devoir au préalable contester la filiation déjà établie, puisque l'enfant en question, il a un père. C'est le mari qui bénéficie de la présomption de paternité. On en parlera après. Donc d'abord, ça c'est le premier point. Jean Fourbe, il va devoir contester la filiation déjà légalement établie. Ensuite, il va devoir respecter certaines conditions relatives à la contestation de la paternité. Il y a des conditions. Et aussi à la preuve de la filiation qu'il souhaite faire établir. Il va devoir prouver cette filiation dans un deuxième temps. Alors d'abord sur la nécessité d'une contestation préalable de la filiation légalement établie. Donc à chaque fois que vous avez une filiation qui est déjà établie, que vous avez une autre personne qui souhaite faire, lui, établir sa filiation, vous allez devoir au préalable contester la filiation. C'est étape 1, contestation. Étape 2, on peut, si la contestation aboutit, faire établir sa filiation. Alors un problème de droit rapidement, je passe rapidement, le problème de droit, rappelez-vous une règle, c'est que on doit normalement pouvoir répondre par oui ou par non. Ce n'est pas systématiquement le cas, parfois on peut mettre à quelles conditions, etc. Mais c'est mieux de pouvoir répondre par oui ou par non. Alors solution en droit. J'essaie de vous expliquer un peu ce qu'on a mis là-dedans. Alors vous vous rappelez d'abord le principe. Et le principe, c'est un principe chronologique qui est posé. Donc l'action en contestation de la filiation, c'est les articles 332 à 337 du Code civil. Donc l'action en contestation de filiation, vous pouvez la définir toujours, vous partez de la définition, consiste à remettre en cause le lien de filiation maternelle ou paternelle. Une telle action est nécessaire pour établir une filiation qui vient contredire une filiation légalement établie. Et après, là, vous expliquez l'article. L'article 320 pose un principe chronologique tant qu'elle n'a pas été contestée. Donc vous voyez, ça aussi c'est bien dans un cas pratique de ne pas tout de suite arriver et dire l'article 320 du Code civil prévoit que tant qu'elle n'a pas été contestée, là vous expliquez qu'il y a bien un principe chronologique, vous donnez la définition ici, vous dites que cette contestation elle est nécessaire, etc. Or, il faut expliquer quand même ici que vous avez l'article 312 du Code civil qui pose une présomption simple de paternité au bénéfice du mari. Vous la rappelez, vous pouvez rappeler le texte. Donc, il suffit juste que le nom du mari apparaisse dans l'acte de naissance pour que la filiation soit établie à son égard. Et donc, en l'espèce, vous dites, en l'espèce, Florent et Mathilde, c'est le couple marié, de sorte que la filiation paternelle de Florent a pu être établie au moment de la naissance de leur fille Emeline. En fait, il va bénéficier d'une présomption simple de paternité. Et donc, cette filiation, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation paternelle à l'égard de Jean Fourbe qui la contredirait. Il va devoir exercer une action en contestation de la paternité du père déclaré. Conclusion, il faut qu'il anéantisse d'abord la paternité du mari via une action en contestation de la paternité. Première étape remplie. Là, vous avez déjà une partie des points, le correcteur se dit il a compris le raisonnement. Deuxième partie du raisonnement. Dites maintenant qu'on sait qu'il va devoir contester. Vous dites comment est-ce qu'il va devoir contester, quelles sont les conditions.
Alors là, je vais passer un peu de temps pour vous expliquer cette solution. C'est vraiment du cours hein, pur, mais les conditions de cette contestation, elles dépendent de l'existence ou non d'une possession d'État. Alors en fait, on distingue deux situations et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la première situation, il existe un titre, c'est-à-dire une présomption légale, un acte de naissance, une reconnaissance, etc., corroboré par une possession d'État, c'est-à-dire que le parent en question s'est comporté à l'égard de l'enfant comme tel. Dans la seconde hypothèse, il y a un titre non corroboré par une possession d'État, c'est-à-dire que le parent ne s'est pas comporté à l'égard de l'enfant comme tel. Pourquoi on distingue ces deux situations ? On va considérer en fait que lorsque le titre est corroboré par une possession d'État, si vous voulez, le lien de filiation qui est déjà établi, on va considérer qu'il est quand même plus fiable, puisqu'il y a une possession d'État, on va compliquer, si vous voulez, la possibilité de contester ce lien de filiation. On va le rendre plus compliqué. Et donc les conditions de la contestation vont être plus strictes, notamment sur les personnes qui peuvent agir et sur le délai pour agir, qui va être plus faible. Dans la seconde hypothèse, on se dit que si ce titre n'est même pas corroboré par une possession d'État, dans ce cas-là, les conditions de l'action vont être plus souples, plus de personnes vont pouvoir l'exercer et le délai va être plus important pour contester. C'est 10 ans au lieu de 5 ans. Alors, ici, on explique, en cas de titre non corroboré par une possession d'État, toute personne qui a intérêt peut agir et l'action doit être intentée dans les 10 ans. Donc là, en fait, j'explique ce que je viens de vous dire, c'est le régime. Pourquoi ici, je dis pas pourquoi je parle directement en cas de titre non corroboré par une possession d'État ? Parce que je ne veux pas alourdir le cas pratique et qu'en réalité, je sais déjà, moi, qu'ici, il n'y aura pas de possession d'État. On verra ça après pourquoi. Mais je préfère partir direct sur... c'est ça le cas pratique, c'est un peu hypocrite parce qu'on est censé partir d'une solution en droit. On n'a pas encore la réponse, mais en fait, on sait un peu déjà dans quel sens on va aller. Et donc moi, je ne vais pas détailler le régime de l'action en contestation en cas de titre corroboré par une possession d'État parce que je sais qu'en l'espèce, il n'y en aura pas. J'explique s'agissant de la preuve, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Alors ça, pour la preuve, c'est exactement la même chose que le titre soit corroboré par une possession d'État ou non. Ça, c'est pareil. Si la demande aboutit, ça, c'est les effets. Donc là, vous voyez, j'ai parlé des conditions, de la preuve et des effets ensuite. Même si je ne le note pas, c'est à ça que correspondent ces différents paragraphes. Si la demande aboutit, la filiation est annulée rétroactivement et le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer, etc. Donc là, on parle des effets. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même ensuite rajouter ce que c'est qu'une possession d'État, savoir si on se trouve dans cette première hypothèse ou dans cette seconde hypothèse. Et donc ici, on définit rapidement ce que c'est que la possession d'État. Pas besoin, franchement, de faire 3 pages sur la possession d'État. Elle doit réunir certains caractères, ici, ce que j'ai mis. Et en fait, vous avez 2 caractères qui posent problème ici. C'est notamment le fait qu'elle doit être continue. Ici, on peut supposer qu'elle n'est pas vraiment continue. En tout cas, que la relation n'était pas vraiment établie sur une durée significative. Et surtout, elle n'est pas paisible. Et c'est un arrêt qui a déjà considéré ça, c'est que la possession à l'égard du mari de la mère, n'est pas paisible parce que l'amant a reconnu l'enfant moins de 3 mois après sa naissance et a exercé une action en contestation de paternité. Donc on peut considérer que là, la possession d'État, elle n'est pas paisible. Donc en l'espèce, une fois qu'on a évoqué tout ça, il faut quand même caractériser chacune des conditions. En l'espèce, il y a bien un titre établissant la filiation de Florent. Ça, on ne peut pas le contester, c'est la présomption de paternité. Mais la possession d'État, là, on prend parti. On considère qu'elle ne peut pas être caractérisée car elle n'est pas paisible au regard de la reconnaissance de l'action en contestation de paternité. Ainsi, Jean a bien un intérêt à agir et devra intenter son action dans les 10 ans, donc là on applique les conditions qu'on a expliquées, à compter de la naissance d'Emeline. Il pourra donc former une action en contestation de la paternité. Maintenant qu'on a dit ça, donc on a fait dans un premier temps, ici, d'abord on explique pourquoi il doit contester au préalable la filiation légalement établie. Ensuite, on explique ici, dans la partie 2, comment il peut faire pour contester. Et ensuite, dans la partie 3, on dit comment il va faire pour prouver maintenant la filiation. Donc par quel moyen peut-on prouver et contester une filiation paternelle ? L'article 310-3 du Code civil prévoit qu'en cas d'action engagée en matière de filiation, la filiation se prouve et se conteste par tout moyen sous réserve de la recevabilité de l'action. Donc la règle, c'est ça. On part du principe, c'est que la preuve, elle se fait par tout moyen. On a un autre article qui ajoute que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Donc il va falloir prouver ça. Et en pratique, comment ça se passe ? Ça prend souvent la forme
d'une expertise biologique. Donc quand vous avez quelque chose comme ça sur la preuve de la filiation, vous avez à peu près toujours la même solution en droit. Celle-ci, vous pouvez presque apprendre l'ordre par cœur. Et l'expertise biologique, elle est de droit en matière de filiation, sauf s'il y a un motif légitime de ne pas y procéder, et elle peut être ordonnée d'office. Donc là, on peut évoquer toujours dans la solution en droit certains cas dans lesquels il n'y a pas de motif légitime, le juge peut refuser de l'ordonner. Donc lorsque il y a un motif légitime de ne pas y procéder, lorsqu'elle constitue manifestement une manœuvre dilatoire pour gagner du temps, etc. Ou alors lorsque la procédure a été intentée par des personnes non attitrées, c'est-à-dire ne disposant pas du droit d'agir. Mais là, en l'espèce, vous concluez en disant « Jean Fourble semble bien avoir un motif légitime de procéder à une expertise biologique en raison de la relation qu'il a entretenue durant quelques années avec Mathilde. » On peut supposer que, comme Mathilde a entretenu une relation avec Jean Fourble pendant quelques années, qu'il y a bien un intérêt légitime quand même à savoir qui est le père de l'enfant. Et donc, puisqu'il est recevable dans son action, comme il l'a été précédemment démontré dans la partie précédente, il peut bénéficier de la preuve par expertise biologique. Donc, l'expertise biologique ordonnée par le juge permettra de déterminer la filiation paternelle. Et a priori, il devrait pouvoir faire établir le lien de filiation. Alors, juste rapidement, avant de passer au cas pratique suivant, il faut bien comprendre à chaque fois qu'on a un cas pratique, pourquoi on a ça. Et là, la question que vous pourriez vous poser rapidement, c'est quel est l'intérêt, en fait, pour l'amant à vouloir absolument faire établir un lien de filiation. On peut se dire, après tout, bon voilà, c'est le père, pourquoi il se prend la tête à vouloir absolument faire reconnaître ce lien de filiation. Il faut comprendre à chaque fois que vous avez quelque chose, un cas pratique sur la filiation, c'est que la filiation, c'est un lien juridique qui va unir un enfant et son père et sa mère, ou sa mère. Et ce lien de filiation, il produit des effets juridiques, c'est-à-dire qu'il a à produire des droits et des devoirs. Et notamment là, si l'amant fait établir un lien de filiation avec l'enfant, il aura entre autres un droit de visite, il pourra surveiller son éducation, etc. Bref, juridiquement, on va lui conférer des droits et des devoirs qui lui permettront d'être vraiment considéré comme le parent de l'enfant. Cas numéro 2 qui est beaucoup plus simple. Donc vous voyez, il n'y a pas de plan interne. Mais ça vaut le coup d'apprendre ça aussi parce que si ça tombe, c'est un peu des points cadeaux, je trouve, la rupture des fiançailles. Donc rapidement, les faits, pas besoin d'aller trop dans le détail. Un homme met fin aux fiançailles par SMS quelques semaines avant la date prévue pour le mariage. Alors est-ce qu'il peut être condamné, ce fiancé, à verser des dommages et intérêts? Toujours dans la solution en droit, vous commencez tranquillement par définir. Petite définition, ça fait jamais de mal au début. Les fiançailles se distinguent du mariage, elles constituent simplement une promesse réciproque de mariage, mais ne créent pas d'obligation juridique entre les futurs époux. Bon, ça, c'est la distinction fiançailles-mariage. Ensuite, vous partez du principe. Principe, vous savez que c'est un principe de liberté de rupture des fiançailles, en vertu du principe de liberté matrimoniale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer des gens, contre leur gré, à se marier. Et ça, c'est en vertu de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation, vous pouvez rajouter, elle juge que la rupture de promesse de mariage n'est pas à elle seule génératrice de dommages et intérêts. On peut librement rompre une promesse de mariage, c'est-à-dire des fiançailles. Vous avez un arrêt de principe que vous pouvez retenir, c'est l'arrêt de principe Bouvier, qui date quand même de 1838, et évidemment ça a été rappelé dans plein d'arrêts plus récents. Mais on a une exception, l'exception, donc là vous voyez, définition, principe, exception. Exception, donc c'est une logique à chaque fois, vous sautez un paragraphe à chaque fois, ça rend la copie beaucoup plus claire, et ça permet de suivre votre raisonnement. Donc définition, principe, exception. Exception, dans certains cas, la rupture des fiançailles va permettre d'engager la responsabilité civile de l'auteur de la rupture sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il faut prouver un préjudice, un lien de causalité et une faute. 3 éléments à prouver. Donc on parle d'abord de la faute. La faute, et là en fait, à part évoquer des arrêts, donc on dit que la faute elle provient souvent, donc on peut faire un parallèle comme en matière de cessation de pourparlers contractuels pour ceux qui ont déjà fait du droit des contrats, ça provient souvent de la rupture brutale des fiançailles. En fait c'est ça qui est fautif, peu de temps avant la cérémonie des mariages. Pourquoi ? Parce que il y a souvent des frais importants qui ont été engagés quand la rupture se fait juste avant et que le mariage a déjà été organisé, et aussi parce qu'il y a quelque part un caractère vexatoire à rompre les fiançailles une semaine ou 2 semaines avant le mariage, alors que ça pouvait être fait avant. Mais bon, c'est pas toujours reconnu la faute, il faut vraiment prouver qu'il y a véritable faute. Et donc là, j'ai cité un exemple d'un arrêt de la Cour d'appel qui retient une faute pour une rupture intervenue à l'initiative du fiancé seulement 23 jours avant le mariage, donc ça ressemble à notre cas.
alors que les fiançailles remontent à près de 8 mois. Donc il aurait pu en fait s'en rendre compte avant qu'elles avaient été mûrement réfléchies, précédées d'une relation de 2 années, que les fiancés avaient acquis depuis près d'un mois une maison d'indivision dans la perspective de s'y installer. Donc là, ça a permis d'établir la faute. S'agissant du préjudice, il faut prouver soit un préjudice matériel, et vous aurez souvent ça dans le cas pratique, c'est en fait tous les frais qui ont été engagés, ou alors un préjudice moral, et le préjudice moral pourra ressortir du fait que la rupture est particulièrement vexatoire, soit quand vraiment l'un des deux fiancés fait preuve de comment dire, une attitude plus que désinvolte, mais une attitude presque de brutale, de méchanceté, etc. Ça pourra, le cas échéant, faire établir un préjudice moral. Il y a des arrêts, donc ce n'était pas nécessairement reconnu, mais où vous aviez le fiancé ou la fiancée qui avait été éconduit, qui fournissait pour établir ce préjudice moral des certificats médicaux, par exemple, en disant qu'elle était en dépression depuis quelques années, depuis cette rupture-là, qu'elle était suivie, qu'elle prenait des antidépresseurs, etc. Donc en l'espèce, il faut caractériser, vérifier. En l'espèce, Dylan Lecharreau a mis fin aux fiançailles de manière brutale, ce qui ressort des faits. Il a procédé par SMS, moyen quand même, sans donner d'explication sur les causes de cette rupture et peu de temps avant la cérémonie du mariage. Ça fait quand même beaucoup. La faute, on considère ici qu'elle pourra être caractérisée. Vous pourriez très bien retenir ici que la faute, selon vous, ne pourra pas être caractérisée. À vous de l'expliquer. En cas pratique, encore une fois, ce n'est pas vraiment la solution qui importe, c'est le raisonnement. S'agissant du préjudice, il est indiqué que Stacy Naïve avait déjà engagé des frais importants. On nous le dit clairement, location d'une chapelle, robe de mariée, costume, voyage de noces, etc. Donc là, il y a sans aucun doute un préjudice matériel ici. Et ce préjudice, il est sans aucun doute en lien avec la faute. Pas besoin d'en parler en détail de ce lien de causalité, mais il faut dire, selon vous, il y a bien un lien de causalité. Il est évident aussi. Stacy Naïve pourra engager la responsabilité civile de Dylan Lecharreau et obtenir des dommages et intérêts en réparation de préjudice. Conclusion. Cas numéro 3, le mariage incestueux. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important parce que en fait ça vous donne une idée de comment on va résoudre un cas pratique qui porte sur un cas d'empêchement à mariage et c'est assez fréquent en cas pratique en droit de la famille. Alors vous aviez un homme qui était antérieurement marié, qui a épousé quelques années plus tard la fille de sa précédente épouse. Alors vous le savez, l'inceste, c'est pas seulement, il n'y a pas seulement une prohibition de l'inceste pour les relations par le sang. C'est pas nécessairement un père et sa fille, une mère et son fils, etc. Vous avez aussi l'inceste qui peut être prohibé en cas d'alliance. Alors je vous ai repris ici les cas. Qu'est-ce que les alliés ? Alors c'est pas la honte d'oublier, moi j'oublie vraiment un peu tout le temps, mais ici vous avez un résumé. Donc l'alliance c'est un lien juridique qui se crée par le mariage au sens strict, et vous avez donc les alliés au premier degré et les alliés au second degré. Vous comprenez bien ici que dans ce cas pratique, il s'agissait d'alliés au premier degré, c'est-à-dire que c'était les beaux enfants. Donc les enfants du conjoint et aussi les beaux-parents en cas de mariage, puisque en l'occurrence là c'était il y a des deux côtés. Alors, il faut d'abord, dans la solution en droit, repartir des cas d'empêchement à mariage pour expliquer la prohibition de l'inceste. Et ici, on explique que l'article 161 du Code civil prohibe le mariage en ligne directe entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Donc les alliés en ligne directe, c'est le beau-père, la belle-mère, le beau-fils, la belle-fille, ainsi le mariage avec l'ascendant d'un conjoint est prohibé. Ça, c'est le principe. Ensuite, il faut quand même évoquer ce point-là, c'est que dans certains arrêts, alors qu'il y avait des actions en annulation du mariage qui avaient été engagées, vous aviez les mariés qui ont invoqué une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient que le fait de vouloir annuler leur mariage porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée. Et donc là, la Cour de cassation procède à chaque fois à un contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire qu'elle considère que oui, l'annulation au mariage va bien causer une atteinte au droit au respect de la vie privée, mais la plupart du temps, elle va considérer que cette atteinte n'est pas disproportionnée et elle est légitime au regard du but poursuivi. Et on explique aussi qu'il y a une exception prévue par l'article 164, donc pour ce type-là d'inceste, qui prévoit que le président de la République
peut lever pour des causes graves les prohibitions portées au mariage entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. Alors en l'espèce, vous caractérisez, il y a bien entre Didier Le Charot et Lily Jambon, qui était la fille de sa précédente épouse, un lien d'alliance, de sorte que ce mariage peut bien faire l'objet d'une annulation. Ici, il ne semble pas qu'il existe une cause grave qui permettrait de faire jouer l'exception, ici, prévue par l'article 164 du Code civil. Alors, la cause grave, généralement, c'est par exemple la femme qui est enceinte, ou alors il y a une vie commune qui est assez importante entre les deux personnes qui souhaitent se marier. Donc, conclusion, le mariage entre Didier Le Charot et Lily Jambon peut être annulé sur ce fondement. Alors, c'est pas tout. Ici, le raisonnement, il doit aller plus loin. Donc là, on aurait même pu faire ici, je ne l'ai pas fait, mais une petite annonce de plan interne. C'est pas nécessaire, hein, encore une fois, mais si vous avez le temps, c'est encore mieux. Maintenant, il va falloir expliquer comment on fait une action en nullité du mariage. Donc, les conditions de l'action en nullité du mariage. Donc, vous distinguez, commencez par expliquer qu'au sein des nullités, on a la nullité relative et la nullité absolue. C'est pas la même chose. En fait, la principale différence, c'est que les personnes qui vont pouvoir agir ne seront pas les mêmes. Donc là, ici, en cas de nullité absolue, les personnes pouvant demander la nullité sont les époux, etc. Vous expliquez. Et de manière générale, toute personne qui a intérêt, uniquement en cas d'intérêt pécuniaire, etc. La prescription de l'action est très importante. 30 ans à compter de la célébration du mariage, et l'annulation va entraîner la disparition rétroactive du mariage. Donc là, en l'espèce, c'est une nullité absolue puisque c'est un cas d'inceste et toute personne qui a intérêt pourra agir, ce qui permettra aux enfants de Didier Le Charot d'intenter l'action en nullité. C'est important parce que dans les faits, on vous disait que c'était les enfants de Didier Le Charot qui souhaitaient agir. Donc le mariage entre Didier Le Charot et Lily Jambon pourra sûrement être annulé. Voilà pour la correction de ce cas pratique, j'espère que ça vous a aidé. Donc n'oubliez pas, ce qui est le plus important en cas pratique, c'est de bien espacer ces différents raisonnements, de bien faire apparaître les différentes parties et à l'intérieur des solutions en droit, de faire des paragraphes pour chaque nouvelle idée. C'est ce qui permet de donner une bonne impression à votre correcteur qui peut suivre votre raisonnement de manière la plus claire possible puisqu'on voit tout de suite en fait les principales idées du cas pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est gratuit pour vous et moi, ça m'aide beaucoup. Et quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.